Bienvenue sur le plateau du JT, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, nous sommes le vendredi 29 mai 2020 dans l'actualité ce soir. Une crise, non ça ce sont les titres d'hier, pardon, nous reviendrons sur le déconfinement. Les préfets de Savoie et de Haute-Savoie ont présenté leur plan de déconfinement cet après-midi, la rédaction était mobilisée, vous avez pu le suivre en direct, nous ferons le point. Et puis nous parlerons également tourisme du côté du Chablais avec l'équipe de l'Office de tourisme de Thonon qui se prépare à sa réouverture ou encore l'exposition Lumière, le cinéma inventé du côté d'Évian. Et puis évidemment, Camille me rejoindra sur ce plateau pour son agenda comme chaque vendredi. Mais avant, je vous le disais, donc dans les titres, plus de liberté, mais tout de même quelques contraintes à respecter alors que l'épidémie, vous le savez, circule toujours. Les grandes lignes de la deuxième phase de déconfinement ont été présentées hier par le Premier ministre. Elle commencera officiellement ce mardi 2 juin. Le week-end de 3 jours qui commence ce soir s'annonce donc long pour les plus impatients et pour ceux qui souhaitent profiter du beau temps. Il faudra pourtant donc être patient, a indiqué le préfet de Haute-Savoie. Vous avez pu suivre sa conférence de presse cet après-midi en direct sur 8 Mont-Blanc. Je vous propose d'écouter un extrait recueilli par Victoria Lopez. Ce week-end sera un week-end de longue transition, car effectivement, pour ce week-end, s'applique encore la réglementation que j'ai récemment édictée pour la montagne et les lacs. Alors pour les lacs, après un certain nombre d'assouplissements, il faut bien le dire, notamment pour tout ce qui est nautisme, pratique des sports d'eau, tout ce qui est wakeboard, wakesurf, enfin vous connaissez ça plus que moi, ski nautique effectivement autorisé, planche à voile, enfin bref. Toutes les activités nautiques sur le lac d'Annecy et celles qui m'ont été demandées sur le lac du Léman sont autorisées pour le week-end à venir. La baignade, formellement, est encore interdite jusqu'à mardi. Bon. De même que les rassemblements de plus de 10 personnes, en invitant les gens à ne pas stationner sur la plage. C'est un ultime effort qu'on demande à la population locale, mais tout le reste est possible, si on est autour du lac, naviguer sur le lac, pêcher. J'ai tendance à penser que ce week-end va être un peu long à tenir, s'il fait ce beau temps, et que certains vont probablement outrepasser l'arrêté. On n'y aura pas de surenchère, on ne va pas faire de zèle, d'autant que mardi c'est bientôt. Par contre, cette règle des regroupements de 10 personnes maximum, cette distance entre les groupes d'au moins 1 mètre, l'absence de consommation d'alcool le long du lac d'Annecy, ça va durer. Ça va rester. Et ça sera contrôlé, voire réprimandé en cas d'infraction. Parce que si la baignade va devenir possible, si la possibilité de rester sur la plage, de profiter du soleil après la mer, ou la mer et le soleil, sera possible à partir du 2. Et donc, mon arrêté, pourtant récent, du 26 mai, sera caduc et que je ne prendrai plus de réglementation. Il y aura quand même le protocole national sanitaire qui est que la distanciation physique reste la clé, ainsi que les mesures barrières. Alors bon, apporter du gel hydroalcoolique sur la plage, je reconnais que ce n'est pas très simple, ce n'est pas interdit, mais en tout cas la distance physique entre les gens, ça on va y veiller, et la consommation d'alcool aussi. Par contre, la baignade sera effectivement possible. Toute forme de pratique nautique sera possible, et y compris ces journées sur les pontons et sur les ferges, ce que nous nous sommes évertués à dire de ne pas faire, et qui a été moyennement respecté, je vous l'accorde. Bon, au demeurant, honnêtement, on fait chaque jour entre 130 et 150 contrôles, il y a entre 2 et 4 verbalisations. Nous ne sommes plus du tout dans la logique du confinement et de la nécessité de faire respecter de manière assez rigoriste les règles « restez chez vous ». Voilà. Nous sommes dans une phase différente, on passe de la première à la deuxième phase, il y aura donc plus de liberté, mais une liberté quand même qui sera surveillée, encadrée, notamment par rapport aux mesures barrières, aux distanciations sociales. Autre conséquence de cette deuxième phase de déconfinement, l'ouverture des frontières. Le 15 juin, elles ouvriront entre les pays européens. Les discussions auront lieu à ce moment-là avec les pays non européens. Alors qu'en est-il pour la frontière avec la Suisse? On écoute Pierre Lambert.
Bientôt, les Suisses vont pouvoir revenir faire leurs emplettes à Annecy. Pour l'instant, ils ne peuvent toujours pas. Jusqu'au 15 juin, ils ne sont pas confinés en Suisse, mais les frontières ne sont pas réouvertes. En tout cas, pas en France. Donc, il va falloir patienter au 15 juin, où là, les différents États européens devraient se mettre d'accord sur une ligne de conduite et lever les frontières, de telle sorte qu'effectivement, la liberté de circulation sera à nouveau la règle entre la France et la Suisse, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Allemagne pour les frontières du nord-est de la France et la Belgique, etc. Mais pour l'instant, non. Jusqu'au 15 juin, la situation a changé, les frontières restent fermées. Donc, nous refoulons chaque jour un certain nombre de personnes qui, étant de nationalité suisse ou autre, veulent venir en France pour d'autres raisons que la famille et le travail. Puisque finalement, c'est les raisons familiales, résidentielles ou les raisons de travail qui permettent, grâce à l'attestation de circulation, de venir en France. Tous les autres motifs, loisirs, culture, chalets à Chamonix, etc., sont interdits. Résidences secondaires sont interdits. Ah, l'argent ne fait pas tout. Mais non. Et au même moment, le préfet de la Savoie aussi organisait un point presse pour plus de précisions sur le déconfinement dans le département. Il est notamment revenu sur l'ouverture des bars, cafés et restaurants qui est autorisée à partir du 2 juin, une réouverture essentielle pour relancer l'économie touristique du département. La Savoie a été parmi les plus touchées économiquement de la région par le confinement, avec notamment la fermeture des domaines skiables. On écoute Louis Laugier au micro d'Emmanuel Jaude. La réouverture des bars, des restaurants et des cafés, qui est prévue à partir du 2 juin, avec plein de points qui ont été développés par le Premier ministre, je ne viens pas dessus, mais vous voyez bien qu'il y a des protocoles sanitaires à mettre en place en parallèle. Les hébergements touristiques et colonies de vacances également vont pouvoir réouvrir. Alors les hébergements touristiques, camping, villages de vacances, c'est à partir du 2 juin. Tout ce qui est colonies de vacances, camps de plein air, à partir du 22 juin. Là aussi, vous l'imaginez bien, il y a tout un travail à mener au fur et à mesure, mais comme on l'a fait par exemple pour le sport, comme on l'a fait pour la montagne, comme on l'a fait pour beaucoup de domaines, on a à chaque fois des fiches qui sortent pour aider les personnes qui travaillent dans la vie quotidienne sur le terrain, dans différentes infrastructures, pour les guider, afin qu'elles sachent ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Culture, loisirs et vacances, je l'ai dit, à compter du 2 juin, lacs, plans d'eau, plages, musées, c'est ouvert, les salles de spectacle et théâtre, les parcs de loisirs, les gymnases, salles de sport, les piscines. Les cinémas, c'est plus tard, c'est le 22 juin. Donc, on rentre dans la phase 3 du protocole des confinements. Hein, vous l'avez vu, de phase 3 des confinements. Phase 2, pardon. Non, 3, excusez-moi. Bref, on voit bien que tout cela est quand même très encourageant, notamment pour redémarrer la saison estivale. Le point majeur, me semble-t-il, en ce qui nous concerne en Savoie, c'est quand même cette annonce précise du 2 juin concernant les bars et les restaurants, qui était très attendue. C'était une annonce qui avait été faite, qui a été confirmée. Cette confirmation permet de se projeter sur la partie de la saison estivale. Le Premier ministre l'a évoqué à plusieurs reprises. Il y a certes la crise sanitaire, mais il y a également la crise économique et sociale. Donc vous voyez bien qu'on a toujours eu depuis le début cette espèce de ligne de crête très compliquée sur laquelle il fallait progresser pour ne pas complètement écarter un dispositif ou l'autre en fonction des deux critères que je viens d'évoquer. Et les préfets qui en ont profité pour faire un point également sur l'épidémie dans chaque département. En Savoie, 180 cas contacts ont été identifiés depuis le 11 mai. 90 étaient positifs. 37 personnes sont toujours hospitalisées, dont une en réanimation. En Haute-Savoie, 354 cas contacts ont été tracés, 90 se sont avérés positifs. 117 personnes sont toujours hospitalisées, dont 6 en réanimation. Dans les 2 départements, aucun nouveau décès n'est à déplorer à l'hôpital. Parmi les gestes barrières à respecter, le lavage des mains très régulièrement à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Le produit est d'ailleurs devenu un produit rare depuis le début de la crise sanitaire. Pour éviter d'aggraver la pénurie, un décret a été publié dès le 20 mars pour autoriser les entreprises de la cosmétique à produire ces solutions et gels hydroalcooliques. L'entreprise Fitema, installée à Ruffieux en Chautagne, en fabrique donc depuis 2 mois. Une petite révolution pour la société spécialisée dans la fabrication de shampoings et soins bio. Reportage.
Alors dans ces cuves, habituellement, on trouve des shampoings bio, voilà. Ça fait bizarre, c'est pas les mêmes odeurs, on va dire. Voilà. Là, c'est plutôt une odeur, on va dire, alcoolisée. Et d'habitude, on est plutôt dans la nature, avec des odeurs plutôt naturelles, des huiles essentielles. Et ici, par exemple, ça, c'est la Formule 4 qui a été approuvée par décret. Donc là, elle tourne, on est en cours de fabrication et en cours de mélange. Myrtille, orange, citron, les cuves, les flacons n'ont pas changé, mais les acides de fruits ont bien laissé leur place à l'alcool et à l'eau oxygénée. Depuis fin mars, pour fabriquer ce bien devenu si précieux, il a fallu tout réorganiser. La demande a explosé tout de suite avec une commande de 25 000 flacons par la région à destination des soignants. Ça s'est fait très rapidement, il a fallu vraiment être réactif au niveau des productions, et notamment pour trouver les matières premières, c'était un peu le premier qui trouvait sa matière, le premier servi. Et après, du côté réglementaire aussi, ça a été compliqué parce que tous les jours, ça changeait. Toutes les semaines, on avait un nouveau décret aussi. Donc réglementairement, il a fallu s'adapter au niveau des étiquetages. Les étiquetages ont changé, mettre les pourcentages volumiques d'alcool. Donc ça aussi, ça peut être un frein au niveau des entreprises et au niveau de l'appro, au niveau du marché des gels hydroalcooliques. Près de 5 tonnes de gel et solutions sont fabriquées chaque semaine. Côté shampoing et soins, la production reprend petit à petit. L'export, notamment vers l'Asie, redémarre. La vente en ligne se poursuit et les stocks ne suffisent plus. Les produits hydroalcooliques représentent encore 70% de la production. Dès le départ de l'annonce du confinement, on s'est tout de suite senti un peu bête, comme beaucoup de gens, et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être utile. Nous fabriquons nos formulons et fabriquons en interne, ce qui nous différencie de beaucoup de nos concurrents qui, eux, souvent sous-traitent la fabrication à des spécialistes de fabrication. Nous, tout ça, c'est intégré chez nous, c'est fabriqué localement donc chez nous, et donc le fait, l'outil industriel pour fabriquer des shampoings, ce qui est une de nos grandes spécialités, par rapport à du gel hydroalcoolique, c'est finalement le même, c'est juste les composants qui changent. Le but premier, c'était de se sentir utile. On allie l'utile et l'agréable, si je puis dire, en ayant une activité pour la société, même si elle est moins lucrative ou bénéficiaire que notre activité classique, nous permet quand même de passer avec moins de douleur le cap de la crise. Pour le moment, les gels fabriqués ici sont vendus aux collectivités, hôtels et pharmacies. La demande reste très forte. La fabrication se poursuivra jusqu'à septembre au moins, comme l'autorise l'arrêté gouvernemental. L'équipe étudie en parallèle une production à plus long terme en retrouvant son ADN, celle d'un gel hydroalcoolique, mais bio cette fois-ci. Et j'ajoute que le prix du gel hydroalcoolique est réglementé par l'État dans le cadre de cette crise pour des flacons allant de 100 à 300 ml, un peu comme on l'a vu dans ce reportage, comptez 4,40 € maximum, prix public. Avant de continuer le journal, on vient de recevoir cet arrêté du préfet de la Savoie. On a fait le point sur la phase de déconfinement à partir du 2 juin, mais dès ce week-end, quelques plages sont rouvertes du côté du lac du Bourget. Donc les plages, vous pourrez profiter, puisqu'il fait beau ce week-end, des plages en Savoie, du côté du Bourget du Lac, sur la plage municipale et la plage située à proximité du club d'Aviron, à Tresserve, sur la plage du Lido, à Aix-les-Bains, la plage du Rowing d'Aix-les-Bains et du Mémar, à Brison-Saint-Innocent, la plage de la Pointe de l'Ardre et enfin à Chindrieux, la plage du Châtillon. Donc ça c'est pour ce week-end. À partir du 2 juin, c'est l'ouverture, la liberté qui prime. Le préfet rappelle toutefois que les gestes barrières et la distanciation physique doivent être respectés et que les rassemblements de plus de 10 personnes restent évidemment interdits. Parmi les enjeux de ce déconfinement, les vacances des Français. Selon une étude de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, 2 Français sur 10 ont déjà réservé leurs vacances, 4 sur 10 sont indécis, 1 sur 10 a annulé sa réservation et 3 sur 10 ne partiront pas. Parmi ceux qui n'ont pas encore réservé leur séjour, 89% comptent partir en France. Le tourisme de proximité pourrait bien tirer son épingle du jeu, puisqu'un Français sur 4 envisage de partir dans sa région ou dans son département. 60% ont envie de mer et ou d'océan, 16% de campagne et 12% de montagne. Les grands espaces avec peu de monde, les activités de pleine nature et les plages sont dans les principales attentes des vacanciers, en tout cas des futurs vacanciers.
Autant de touristes locaux que les offices de tourisme vont essayer d'attirer et de fidéliser cet été. La deuxième phase de déconfinement débute, on l'a dit, ce mardi. Et Édouard Philippe a annoncé hier que la plupart des sites touristiques vont pouvoir rouvrir. L'office de tourisme de Thonon a donc préparé cette semaine sa réouverture après plusieurs mois de fermeture forcée. Victoria Lopez est allée à la rencontre de l'équipe. Plus que quelques jours avant l'ouverture, l'équipe de l'Office de tourisme de Thonon s'affaire pour installer les derniers éléments de signalisation. Avant d'accueillir à nouveau du public, il faut s'assurer que les mesures de distanciation physique pourront être respectées. Je pense que notre but là, ça va être d'abord de rassurer la clientèle qu'on va avoir nous ici à l'Office de tourisme pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité quand ils viennent ici à l'Office, en respectant les gestes barrières, avec la distance d'1 mètre, les plexiglas qu'on a là ici à l'accueil. Le gel hydroalcoolique en proposant des masques pour ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il va falloir que nous, on soit vraiment en lien tout le temps, en permanence avec nos prestataires, avec nos partenaires, pour qu'on puisse avoir un listing à jour des activités touristiques, des sites culturels, de leur ouverture et aussi de leurs conditions d'accès surtout. Pendant ce confinement, l'Office de tourisme a poursuivi sa mission comme elle le pouvait. Elle a créé une page dédiée sur son site internet pour informer les Thononnais des commerces et services accessibles. Comme beaucoup d'acteurs du tourisme, l'équipe a réfléchi au monde d'après et a retravaillé ses offres en ciblant principalement une clientèle locale et nationale. Tout le monde est mobilisé, on va rappeler tous nos socioprofessionnels pour savoir où ils en sont, s'ils réouvrent, qu'est-ce qu'ils proposent comme service et comment nous on peut les aider. Et les aider, ça passera aussi par la création d'un pass qui va permettre d'accéder à toutes les activités culturelles, toutes les activités de sport, de loisirs, nautiques, les sites touristiques. Et avec ce pass, il y aura 50% de réduction qui seront pris à la charge de l'Office de tourisme pour permettre à tout le monde une fluidité sur le territoire, de redécouvrir le territoire, de se réapproprier le territoire. L'Office de tourisme enregistre une perte de 50 000 € de chiffre d'affaires sur la période du confinement due à des annulations de séjours. La taxe de séjour représente pour sa part une perte de 80 000 €. Le secteur espère rebondir au plus vite. Il y a déjà 4 Français sur 10 qui ont réservé leurs vacances et qui viendront. Ça, c'est issu du baromètre de notre cabinet de consultants. Il y a 6 Français sur 10 qui restent à convaincre et on a décidé d'un plan d'investissement massif avec tous les offices de tourisme limitrophes pour dire on va vraiment investir pour faire un marketing de destination et faire revenir, donner aux gens l'envie de découvrir la destination Léman du côté français. Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses à faire et que le monde de demain sera un monde plus de slow tourisme, mais qui ouvre les portes d'un tourisme beaucoup plus intéressant et beaucoup plus responsable. Dès lundi, les portes de l'office seront à nouveau ouvertes avec l'objectif de redonner vie à la ville de Thonon et aux rives du lac, d'ordinaire très fréquentées pendant la période estivale. Le bureau d'information touristique installé au port de Rive rouvrira quant à lui le 1er juillet. Et les touristes thononnais ne manqueront pas d'aller faire un tour du côté d'Évian où la reprise culturelle a déjà été amorcée. Après 2 mois de fermeture au public, le Palais Lumière a rouvert ses portes il y a plus d'une semaine. L'accueil des visiteurs est limité à 50 personnes. Un cheminement est tracé au sol. Des mesures sanitaires, évidemment, ont été prises pour cette réouverture. Le Palais Lumière invite le cinéma. Vous allez le voir dans cette visite guidée signée Jean-Paul Crespi. Le Palais Lumière a ouvert à nouveau ses portes après 2 mois d'interruption. L'exposition Lumière, le cinéma inventé, est désormais accessible à tous, mais l'accueil des visiteurs est contraint par de très nombreuses mesures de précaution et de distanciation. Son accès est limité à 50 personnes et un cheminement au sol est mis en place. Les visiteurs munis de masques pourront ainsi découvrir une exposition consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma, Louis et Auguste Lumière. Ils ont apporté beaucoup, bien évidemment. Alors, le cinéma, c'est aussi la synthèse de d'autres inventions qui existaient déjà avant, tout ce qui est jouet optique, le kinétoscope d'Edison, la chronophotographie. Donc, ils ont réuni tout ça pour inventer le cinéma, mais ils ont fait beaucoup d'avancées, comme les autochromes, par exemple, qui est le premier procédé commercial de photographie en couleur, donc, ou également le photorama, donc, qui est la photographie en 360. L'épopée du cinématographe est le fil conducteur de l'exposition.
De la première salle de projection reconstituée à la diffusion exhaustive des 1422 films réalisés par les Frères Lumière, de la maquette du site de l'entreprise originale à des jouets optiques du 19e siècle, entre affiches, autochromes et vues panoramiques ou en relief, cette exposition est une véritable plongée au cœur de la créativité de la famille Lumière. Ils ont fait beaucoup d'avancées, autant dans l'image animée, effectivement, donc avec le cinéma, mais également dans l'image fixe, avec leur grande invention phare qui sont les étiquettes bleues, qui est la plaque au gélatino-bromure d'argent. Et c'est vraiment cette invention-là qui a fait la réussite industrielle de la famille Lumière. Donc c'est une plaque très simple à utiliser, qui a permis de mettre la photographie à la portée de tous et qui a fait leur réussite financière. Les Frères Lumière ont ouvert avec leur film une véritable fenêtre sur le monde, témoignant de la vie quotidienne de l'époque, tout en offrant aussi un regard inédit sur des pays et des cultures lointaines. Ces films constituent par ailleurs la genèse de l'écriture cinématographique et du développement d'une nouvelle forme majeure d'expression artistique. Une exposition à découvrir dans la pénombre des salles obscures du Palais Lumière jusqu'au 3 janvier 2021. Voilà pour cette exposition du côté d'Évian et plein d'autres idées de sortie. C'est évidemment avec Camille qui me rejoint pour son agenda. Je suis très heureuse d'avoir quelqu'un sur ce plateau et d'autant plus que ce soit toi, Camille. Merci. Bonsoir, Camille. Je suis contente. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvées toutes les deux oui, sur ce plateau. Alors, tu nous as concocté un petit agenda avec pas mal de choses à faire pour ce week-end de 3 jours. Il y a pas mal de choses qui se débloquent. Et on va partir du côté d'Anne-Sylvieux pour commencer. Oui, exactement. Avec la Fondation pour l'art contemporain des Salomon qui a rouvert ce début d'après-midi avec une exposition de Lise Duclos qui s'appelle À l'horizon profond, qui expose des paysages sous terre. Ça se passe donc à Anne-Sylvieux, 15 bis chemin de l'Abbaye. L'entrée est libre et gratuite du vendredi au dimanche de 14h à 19h. Et il y a des visites commentées qui sont gratuites aussi samedi et dimanche à 15h. Le port du masque est obligatoire et vous retrouvez toutes les infos sur le site fondationsalomon.com. Et puis, on va partir du côté de Chamonix pour un marché aux fleurs. Oui, un marché aux fleurs et plants pour ceux qui voudraient encore décorer leur intérieur ou agrémenter leur balcon, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps pendant le confinement. Donc ça se passe place du Mont-Blanc ce dimanche 31 mai de 9h à 18h. Il y a donc une régulation des flux, port obligatoire du masque également et respect d'une distance d'1,50 m entre chaque personne. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site de Chamonix. Les céramistes ouvrent leurs portes dans les Bauges. Une idée à une semaine de la fête des mères, Fanette. Les céramistes du massif des Bauges et alentours ouvrent donc leurs portes. Il y en a donc pas mal à Aix-les-Bains, Gruffy, Le Châtelard, Saint-Jean-d'Arvé, Bellecombe-en-Bauge. Il y en a encore d'autres qui s'affichent sur votre écran. Donc une occasion de découvrir des créateurs qui sont près de chez soi et de trouver des jolis cadeaux pour nos mamans. Vous retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Poterie de Julie qui donc a créé un événement avec tous les autres créateurs du coin. Et tu viens de me rappeler que c'était la fête des mères la semaine prochaine. Les coureurs ont du cœur. Une opération nationale qui se tient ce week-end, le 30-31 mai et 1er juin. Tous les coureurs et marcheurs de France sont appelés à courir pour soutenir UNICEF France. Concrètement, les participants sont invités à choisir un format entre 1 km, 5 km, 10 km en duo, des formats trail, etc. Ça se passe donc sur le site internet. À l'issue de la course, chaque coureur enregistre son temps pour faire un classement. C'est plus anecdotique, hein, chacun court de son côté, évidemment. Une participation financière de 5 € est requise pour avoir un dossard. L'idée du dossard, pareil, c'est surtout pour communiquer sur les réseaux sociaux et donner envie aux gens de s'inscrire. Et donc, ça permet de soutenir l'association et vous retrouvez toutes les infos sur lescoureursondducœur.com. Un petit peu au début, en faisant attention évidemment à la limite, et puis j'ai totalement lâché l'affaire. Voilà, on va pas se mentir. On va partir se promener, puisqu'on peut enfin se promener sans limite. Voilà, avec qui dit week-end prolongé dit 2 itinéraires de rando. Les 2 départs sont au même endroit, donc sur le parking du barrage de Saint-Guérin à Beaufort. Pour la randonnée, donc il y a une rando plus accessible, celle du lac des Fées. Il faut compter environ 3h30 en rythme famille pour une distance d'un peu moins de 9 km. 400 mètres de dénivelé positif. C'est pas une boucle, l'itinéraire est le même à la montée qu'à la descente.
Et vous faites quand même le tour du lac des Fées, donc c'est assez sympa. Pour l'autre départ de rando que je vous propose, ce sont les lacs de la Tempête. Le balisage est avec des panneaux jaunes. Cet itinéraire-là est de plus de 11 km pour une durée moyenne de 5 heures avec un dénivelé de plus de 700 mètres. Une difficulté moyenne. Vous trouverez 3 jolis lacs de montagne sur ce parcours vus à 360 degrés en haut. Donc les 2 départs sont au même endroit. Selon vos goûts, vos envies et votre forme physique, c'est à vous de choisir. Et puis, comme tu l'as dit, un grand soleil est prévu ce week-end, donc on va en profiter. Et encore une fois, quelques conseils. On pense toujours à prendre une gourde avec soi, une petite trousse de secours. On fait attention aussi aux petits insectes qui pourraient venir se loger pendant les randos. Et vous retrouvez tout l'itinéraire détaillé et d'autres idées rando sur visorando.com. Et puis on va partir du côté de Lovany avec notre invité du jour, avec le très beau château de Montrottier. Oui, qui se déconfine demain samedi à 10h. Et avec nous pour en parler, Arnaud Delers, le directeur d'exploitation du site. Bonjour. Oui, bonjour. La réouverture, c'est demain, donc qu'est-ce qui s'est passé déjà au château pendant ce confinement? Est-ce que vous avez pu en profiter pour faire peut-être d'autres travaux, etc. Alors le château ne s'est pas complètement endormi pendant cette période de confinement, dans la mesure où nous avions un chantier très important de prévu, chantier de restauration des toitures du donjon, qui a été certes interrompu 3 semaines, mais qui a pu se poursuivre. Et puis nous, évidemment, pour l'équipe en place, ça a été l'occasion de réfléchir très très en amont sur cette ouverture de demain. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui nous attend? Comment ça se passe pour les mesures qu'il y a sur place? Et puis, qu'est-ce qui nous attend au château de Montrottier? Alors, on a pris les devants assez tôt en établissant un protocole de visite du château, dont les lignes directrices sont une visite à sens unique, une très grande attention portée aux sanitaires, une notion de groupe revue à 10 personnes avec le guide, donc une redéfinition complète du concept même de la visite au château de Montrottier. Ce protocole a été présenté à M. Carelli, le maire de Lovany, et nous avons reçu de la préfecture un arrêté d'ouverture donc pour demain, samedi 30 à 10h. On rappelle peut-être les horaires, du coup, quand est-ce qu'on peut venir vous voir au château? Alors, vous pouvez venir nous voir de 10h à 18h. Nous serons évidemment ouverts le lundi de Pentecôte. Et en temps normal, pour le mois de juin, nous serons ouverts du mercredi au dimanche. Et petite nouveauté, certaines parcelles du château ont été utilisées pour faire de la permaculture. Est-ce que les visiteurs peuvent y accéder, poser des questions aussi sur ce sujet ? Oui, tout à fait. Alors c'est l'occasion un petit peu aussi, ce confinement et tout ce qui s'est passé, ça a été l'occasion pour nous de réfléchir et peut-être à ouvrir le château de Montrottier sur d'autres dimensions. Alors on avait évidemment déjà parlé de tout cela à la fin de l'année dernière, mais ça nous a peut-être permis d'accorder plus de place à ces questions environnementales qu'on aurait accordé en temps normal. Donc effectivement, on a confié une parcelle du château à Gwenaël Moulin, qui est un maraîcher bio, il a obtenu son label bio. On lui a confié une grande parcelle de 400 mètres carrés. Il travaille en permaculture avec du paillage, avec une attention considérable portée à ces cultures. Et là, la semaine dernière, il a planté, ça y est, les premières courgettes, les premières tomates, les premières salades. Alors pour nous, c'est intéressant du point de vue du château de donner une nouvelle dimension au château de Montrottier, certes magnifique par son bâti, certes célèbre par ses collections, mais qui petit à petit va s'ouvrir sur cette dimension environnementale au travers de son jardin et de ce nouveau maraîchage au château. Donc on va faire de ce nouveau pôle, on va dire, d'intérêt de Montrottier, quelque chose très dans l'air du temps, j'ai envie de dire. C'est vrai que ces réflexions sur les circuits courts, sur la permaculture, sur le bio prennent de plus en plus d'importance. Et nous, on pense satisfaire une partie de nos visiteurs en présentant tout cela dans le cadre magnifique du château de Montrottier.
Eh ben super, merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous et donc plein de belles choses à découvrir au château de Montrottier et vous retrouvez évidemment toutes les infos sur le site châteaudemontrottier.com. Merci beaucoup Camille. Et puis on va se quitter sur les images d'un autre château qui est également en travaux. C'est celui de Ripaille, donc sur les bords du Léman. Il accueillera de nouveau du public dès ce samedi 30 mai. Il est ouvert tous les jours de 11h à 17h. Vous retrouverez la semaine prochaine un reportage complet sur l'avancée des travaux de restauration de la toiture. Ils ont pris un peu de retard pendant le confinement, mais l'équipe est à pied d'œuvre pour redonner toute sa beauté au château. Nous ferons le point avec Victoria Lopez qui est montée sur le toit pour son plus grand bonheur. On se quitte donc sur ces images. C'est la fin de ce journal. Merci Camille, merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur Béton Blanc. Passez un très bon week-end et lundi, pas de JT. On se retrouve donc mardi avec toute l'équipe.